On a Binance et Circle qui s'associent pour faire une annonce assez exceptionnelle à ce qui concerne l'USDC. Je vous tiens au courant dans cette vidéo, entre autres, on va regarder bien évidemment tout ce qui s'est passé. Microsoft qui a refusé Bitcoin, MicroStrategy qui rachète du Bitcoin à plus de 98 millions, plus de 98 000 $, on n'y a pas encore en millions. Ce qui ramène donc tous ces achats de Bitcoin un peu au-dessus de 60 000 $. Donc on sait jusqu'où il peut baisser. Et puis après on va regarder les marchés parce que je sais que ça t'intéresse énormément. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. En attendant, lâche un petit like et un commentaire de soutien, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à partager notre compte, partager notre vidéo avec tes proches. C'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Trêve de bavardage. Let's go les amis. Au moment où je vous tourne la vidéo, on est sur un retour assez étonnant au vert. Vraiment, tu le vois, on a un gros vert pour le coup. Sur une journée comme celle-ci, Bitcoin qui reprend 6%, Ether 7%, ADA 15%, XRP presque 20%, Solana 10%, bref. On arrive vraiment sur quelque chose de très important. Pourtant, derrière, je t'ai mis la lumière bleue. Effectivement, parce que ce Bitcoin à 6,2%, il est revenu donc se heurter aux 100 000, 101 000 $. Et pour l'instant, la chanson, c'est que quand on arrive à 100 000, on baisse. Donc ça risque malheureusement ou heureusement, hein, pour ceux qui veulent investir et qui pensent que c'est trop tard, vous pouvez rentrer maintenant. Ça arrive et ça peut arriver jusqu'à l'investiture de Trump. Il y en a qui expliquent qu'on ne peut pas aller chercher plus haut jusqu'à l'investiture de Trump. Il y en a qui t'expliquent qu'on devrait aller chercher plus bas. Il y en a qui te disent ben non, on va faire que de monter. Bref, il y en a bien évidemment pour tous les goûts, comme tu le sais. C'est à toi de donner ton avis. D'ailleurs, quel est ton avis en commentaire? On est au début de la vidéo. Je pense que normalement, si tu as cliqué sur cette vidéo, tu es arrivé au moins jusqu'à la première minute. Donc, dis-moi dans l'espace commentaire si tu penses que d'ici l'investiture de Trump, donc d'ici le 20 janvier, est-ce que tu penses qu'on devrait baisser fortement, aller chercher des plus bas, refermer des gaps qu'on a laissés à 73, etc. et après repartir? Est-ce que tu penses qu'on va rester à 100 000 $, il va rien se passer jusque là, et est-ce que tu penses que on va aller chercher plus haut les 115, 120 000 $? Dis-moi ces trois options. Si tu as une autre option, dis-le moi également. Bref, on va regarder donc ce qui s'est passé au niveau des news. La première news, et tu l'as forcément vu, c'était un petit peu le gros sujet qu'on attendait cette semaine, à savoir quelle était la décision des actionnaires de Microsoft sur l'éventuelle réserve stratégique en Bitcoin. Et bien la réponse elle est simple, ils ont dit non pour l'instant. C'est-à-dire que même Michael Saylor qui a fait une très belle présentation chez eux, et ben ils ont dit non. L'initiative du coup c'était de convertir 1% des actifs de l'entreprise dans le Bitcoin. Donc 1% c'est quand même énorme en termes d'argent et ils ne l'ont pas fait. Et c'est justement ce qui m'étonne un petit peu parce que ce non a justement relancé Bitcoin. Ce qui m'étonne parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait ben voilà, ça c'est vraiment le truc de fin d'année qui permet à Bitcoin potentiellement d'aller chercher fermer son gap, et pas du tout. Cette news là a été complètement achetée, un peu comme si ah bah ouais Microsoft tu veux pas investir sur le Bitcoin, et bah regarde on s'en fout, le Bitcoin retourne à 100 000 $. C'est à peu près ce qui s'est passé et c'est vraiment selon moi assez étonnant par rapport à ce qu'on a déjà eu. Du coup bah sur cette mini crash qu'on a eu, parce que c'est vraiment un mini crash là pour le coup, on peut même pas appeler ça un crash parce qu'un crash ça dure quand même quelques jours, là ça a duré quelques heures. On a liquidé énormément de personnes qui étaient en trading à l'achat, on a liquidé 1,6 milliard de dollars sur les investissements en trading, c'est juste énorme. On n'avait pas liquidé autant depuis 2021, ce qui prouve réellement qu'on est sur un bull run avec donc des achats, des ventes massives. Ça c'est vraiment ce qui se passe lors d'un bull run. Donc pour ceux qui se posaient la question, ça c'est un bull run. Ce qu'on avait la dernière c'était un bull market. Vraie grosse différence. Ensuite, en ce qui concerne les ETF Bitcoin Spot, vous le voyez, donc on a bien clôturé la semaine dernière en très gros positif, ok, donc depuis l'élection de Donald Trump, et on continue cette semaine avec vraiment de très belles entrées sur les ETF Bitcoin Spot, comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment très intéressant. Et en ce qui concerne l'ETF Ethereum Spot, on le voit aussi, on a quasiment que des entrées. Ça y est, Ether, du moins l'ETF commence un petit peu à attirer les institutionnels, ce qui est encore un petit peu étonnant parce que Ether et Bitcoin c'est quand même deux choses complètement différentes, même au point de l'investissement. Bref, l'avenir nous dira si c'était une bonne chose ou pas. Personnellement, j'aime pas trop les ETF, mais je sais que c'est pas indispensable, mais c'est assez intelligent de la part des institutionnels de faire ça.
C'est ce que je vous disais en introduction, mais on a MicroStrategy qui a dépensé encore et toujours des thunes, hein. Il a dépensé 2,1 milliards de dollars, il a acheté donc de nouveau des bitcoins, hein. Il en a acheté 21 550, hein, donc on est vraiment pas mal, et du coup il les a achetés pour un montant moyen de 98 783 dollars, et en fait c'est cette information là qui a relancé Bitcoin. Voilà. Quand on cherche ce qui se passe actuellement, effectivement, avec la news seule de MicroStrategy de Microsoft qui refuse l'investissement en Bitcoin, ça aurait flingué le marché. Et à côté de ça, tu as Michael Saylor qui a fait « Ah ouais, vous voulez pas investir dessus? Ben moi je le fais. Et je le fais encore fort. Bam, je rachète pour 2,1 milliards de dollars. » À force de racheter aussi haut, entre guillemets, il a monté son prix moyen vraiment très haut. Au moment où il a commencé à accélérer déjà cette année, on était passé à la rentabilité des mineurs, donc aux alentours des 42 000 dollars. Mais là, vu qu'il a fait que d'acheter très haut, et ben finalement son coût moyen d'achat donc de Bitcoin, il en a 423 650 quand même, c'est pas une petite somme. Il est à 60 000 dollars. Alors, il y a quand même des études que je vous ai déjà expliquées dans la vidéo précédente, que je vous invite à regarder si vous l'avez loupé, comme quoi, de toute façon, il n'est pas en danger tant que Bitcoin ne descend pas en dessous de 18 000 dollars. On est large de chez large, mais c'est quand même étonnant parce qu'il y a quand même un joli gap entre 18 000 et 60 000 dollars. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même quelque chose d'assez louche, mais bon, bref. On a toujours Michael Saylor qui fait que d'acheter, qui explique qu'il achètera encore et toujours jusqu'en 2027 minimum, de moins de ce qu'il a officiellement dit. Par contre, c'est quand même assez étonnant parce qu'il l'a fait avec beaucoup de levée de fonds, c'est-à-dire qu'il doit donc de l'argent tous les mois ou annuellement, et quand tu dois de l'argent, ou tu as trouvé la solution d'en ramener beaucoup, mais comme là c'est que du Bitcoin, il y a bien un moment où il faut qu'il prenne un petit peu de bénéfices. Donc quand ça va arriver, il va falloir surveiller tout ça et on sera là pour te le présenter. Ensuite, c'est pas le seul qui a acheté beaucoup de Bitcoin qui a fait donc qu'aujourd'hui c'est une grosse journée sur Bitcoin. C'est-à-dire que t'imagines, tu as 2,1 milliards d'achats donc qui relancent Bitcoin, et on a Mara qui a racheté pour 1,1 milliard. C'est-à-dire qu'en fait on a 3,3 milliards d'achats de Bitcoin qui sont arrivés aujourd'hui. Donc forcément que Bitcoin il est monté très très fort. Par contre, il va falloir que ça continue de suivre les achats, parce que sinon c'est les vendeurs qui vont prendre le pas et revenir un petit peu plus bas. Vous savez qu'on a toujours ce petit gap qu'on a laissé aux alentours des 73-75 000 dollars. Mais si le gap psychologique des acheteurs passe le fait de pouvoir être capable d'acheter au-dessus de 100 000 dollars, on va aller beaucoup plus haut. Mais il faut quand même le passer psychologiquement et c'est compliqué, on le voit. C'est pour ça que je t'ai mis la lumière bleue derrière d'hésitation. En attendant, les mêmes coins ont pris une belle petite claque, c'est-à-dire que sur ce mini crash, je dis bien mini crash parce que Bitcoin il a perdu que quelques pourcents, mais on a quand même eu certains altcoins qui ont perdu 30%, mais tu vois qu'en fait les mêmes coins aujourd'hui s'en sortent vraiment pas mal, et ça c'est un petit peu quelque chose que j'aime un peu moins, mais bon bref, donc on n'est pas du tout en train de pleurer, tout va très très bien pour ces petits meme coins éclatés au sol. Bref, ça c'est une autre information que je vous invite sérieusement à surveiller et à comprendre. Qui sont donc les 7 milliardaires que Trump a désignés pour rejoindre son gouvernement? Ce sont des noms que vous devez enregistrer et surveiller, et pourquoi pas vous abonner à leur compte sur X, mais d'abord vous abonner au nôtre parce que de toute façon on vous relaiera les informations importantes. Bref, donc on sait comment Donald Trump fonctionne, il sait que l'argent appelle l'argent, du moins c'est ce qu'il explique. Du coup il a nommé des gens assez riches pour son gouvernement pour qu'ils puissent avoir plus d'argent encore. Donc bien évidemment on sait qu'il y a Elon Musk qui va s'occuper donc de se charger des coûts de fonctionnement de l'État. Après on a Vivek Ramaswamy qu'on en a déjà parlé, d'accord. Ensuite, on a Stephen Feinberg qui sera secrétaire de la défense, d'accord, qui a quand même une fortune à 8 milliards. On a Howard Lutnick qui dirigera la branche du gouvernement. Il est à la tête de Cantor Fitzgerald, donc encore quelques milliards. On va avoir Frank Bisignano qui dirige la fintech FitServe qui a quand même 5 milliards de dollars. On a Jared
Isaacman, oh la vache, de toute façon il nous écoute pas donc c'est pas grave, hein. Le futur administrateur de la NASA qui a 2,2 milliards de dollars, et après on a quelques autres personnalités qui sont pas très loin, genre Linda McMahon, pour ceux qui connaissent un petit peu le catch vous savez qui c'est, la secrétaire à l'éducation, et on a aussi Scott Bessent qui sera secrétaire au trésor qui pèse 500 millions de dollars, ou alors Doug Burgum avec 400 millions de dollars. Bref, vous le savez, Donald Trump aime bien s'entourer de gens riches parce que ça donne bonne figure. On verra bien comment ça va se passer. Déjà il va falloir qu'il prenne un petit peu son intronisation, et déjà quand il va la prendre on va l'attendre à beaucoup de points, notamment en Ukraine, notamment pour certaines sorties de prison, etc., etc. Ça va être vraiment un début d'année extrêmement étonnant, et je me frotte les mains à l'idée de ce qu'on va pouvoir avoir sur l'année 2025, mais surtout sur la partie janvier, février, mars qui devrait être vraiment très intéressant. Ensuite, on a Félix Hartmann qui explique dans ses différents tweets que je vous avais mis à attention du coup l'autre fois. Il explique que les funding rates sur la partie des altcoins, donc de tout ce qui n'est pas Bitcoin, est revenu à la normale. C'est-à-dire que selon lui, cette petite baisse a fait beaucoup de bien, mais que la partie réelle de l'altcoin season, rapide et explosive, ne serait apparemment, selon lui, selon cette étude-là, pas prête avant 2025, et en particulier avant l'investiture de Donald Trump. Écoutez, on verra bien ce qui va se passer. Pour l'instant, on attend tout simplement le 20 janvier. En attendant, encore une fois, je le répète, s'il y a des gens qui sont déjà sur l'écosystème crypto, ne vous amusez pas à vendre, acheter, parce que vous allez obligatoirement vous prendre un mur. Donc installez-vous, prenez des popcorn, c'est bien mieux. Et si vous n'êtes pas encore rentré, c'est toujours le temps de rentrer, sans aucun conseil en investissement, bien évidemment. Ensuite, Donald Trump aimerait, alors ça c'est des gros guillemets parce qu'il ne l'a pas dit officiellement, mais c'est des sources qui l'expliquent, que le Bitcoin soit à 150 000 $ à partir de février, donc juste après son investiture. Forcément, ils ont de la thune, le gouvernement américain ils ont beaucoup de dollars, etc. C'est quand même un minimum, j'ai envie de te dire, de ce qu'on estime de ce bull run. Les 150 000 $ pour Bitcoin, on aimerait au moins aller le voir taper les 180, voire peut-être s'il est chaud les 200 000 $. On verra bien, l'avenir nous le dira. Ça, vous avez potentiellement été présent pour voter, donc sur la partie Solana et en particulier donc sur Jupiter, à voter pour un nouvel airdrop donc du token en janvier prochain. Alors, ça paraît top pour ceux qui reçoivent de l'airdrop parce que c'est de l'argent gratuit, je mets des gros guillemets, mais d'un autre côté s'il n'y a pas les acheteurs du token, le token se pète la tronche parce que il y a d'un coup des nouveaux tokens alors qu'il n'y a pas de nouveaux acheteurs. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez très attention, à savoir la tokenomique et à savoir de regarder la market cap avant le prix. Et bon, si vous voulez un accompagnement, bonjour, je m'appelle Cryptéo, je m'occupe de tout ça chez Bamboufine et je vous conseille fortement de rentrer chez nous, de regarder ce qui se passe, et si vous êtes intéressé par la partie trading, venez voir mon associé, c'est le meilleur sur ce sujet-là. On continue, et c'est Magic Eden quand on parle toujours donc d'airdrop, donc qui a lancé son token. Vous avez jusqu'au 1er février 2025 pour aller le chercher. Le problème c'est que pour l'instant ça fait peur à beaucoup de gens parce qu'il y aurait des problèmes techniques notamment sur la plateforme pour récupérer les tokens, avec potentiellement des failles de sécurité. Donc pour l'instant c'est pas le plus sexy des airdrops qui arrive. Et là c'est qui tout double, c'est où effectivement ça chie complètement, réel problème de sécurité et du coup ça va plonger grave, ou alors tout va très bien et du coup ça va faire que de monter, parce que pour le coup la plateforme Magic Eden s'en sort vraiment très très bien avec une innovation qui surplombe complètement OpenSea. Donc affaire à suivre. Il y a beaucoup d'analystes financiers qui se posent la question d'Ether. Parce que vous le savez, alors on vient de parler de Bitcoin, donc avec ses potentiels targets à 150, 180 et 200 000 $. Pour le coup, le passé nous a enseigné à
analyser Ethereum sur ce cycle-là au minimum à 10 000 $. Sauf que comme il est en retard par rapport à d'autres cryptos, il y en a certains qui t'expliquent qu'on ne pourrait pas aller plus haut que 5 000 $. Pourtant 5 000 $, c'est là, on est à la porte des 5 000 $, on est à 4 000 $. Donc je sais pas un petit peu ce que tu en penses. Moi je pense réellement que quand on va avoir une altcoin season, on va avoir de nouveau un retour sur pas mal de choses, et pas mal de choses entre guillemets anciennes, comme certains NFT qui sont sur Ether, et donc on va avoir de l'utilisation et on devrait normalement exploser Ether aux alentours des 10 000, et on pourrait peut-être même, si les sportifs, aller chercher les 12-13 000 $, voire plus. Donc affaire à suivre, mais bon, pour l'instant on est à 4 000 $, et c'est assez mou du genou comme dirait l'autre. On a Goldman Sachs qui a pendant des décennies et ça me fait rire, mais parce que ça fait que 15 ans qu'on a Bitcoin, donc bref, mais qui depuis très longtemps n'a pas voulu se lancer dans la partie Bitcoin, dans la partie trading, de regarder ce qui se passe. Et maintenant que c'est haut, maintenant qu'on est à 100 000, maintenant qu'on a Donald Trump, ben en fait ils sont en train de se dire, mais go, est-ce qu'on n'envisagerait pas potentiellement de se lancer aussi dans le trading de Bitcoin, parce que les gars, on est en train de passer à côté. Effectivement, c'est une banque, hein, c'est l'une des plus grandes banques mondiales, hein, et ils sont clairement en train de passer à côté. Ça, vous savez qu'il ne faut jamais négliger la technologie, et ceux qui suivent mes conférences, vous le savez. Ensuite, Bitmain pourrait bien débarquer aux États-Unis. Donc Bitmain, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc le géant des fabricants donc de machines pour miner le Bitcoin, entre autres, hein, qui est donc basé en Chine et qui pourrait arriver fortement aux États-Unis. Comme il y a beaucoup de mineurs qui sont mis au Texas, effectivement, si on fabrique tout ça directement aux États-Unis, on gagnerait un petit peu de temps de transport et c'est pas plus mal. Donc à voir et à surveiller. En tout cas, le minage, c'est toujours selon moi la meilleure façon de valider la blockchain, mais aussi une excellente façon de faire de l'investissement. C'est mon avis. Ça y est, on arrive sur le fils de Donald Trump, à savoir Eric Trump, qui a dit deux dingueries. Moi, je trouve ça assez drôle. Donc, c'est sur cette vidéo-là que vous pouvez aller revoir sur la partie Bitcoin Magazine. On vous la remet bien évidemment sur notre compte X. Donc, venez vous abonner et vous la retrouvez donc sur son compte YouTube directement. En fait, premièrement, il a expliqué, il a dit, bon, Bitcoin c'est génial, la révolution technologique est en marche, Bitcoin va aller taper les 1 million $. Paf, bing dong, c'est terminé, bonne journée, je drop le micro et ciao. Bon, il va se rasseoir 2 secondes parce que Bitcoin à 1 million $, ça signifie quand même quelques trucs importants. Donc oui, mais pas maintenant. Donc ça, on va arrêter conneries 5 minutes. Et après, il a dit une deuxième chose assez dingue, qui là pour le coup, oui, mais c'est pareil, c'est trop tôt. Il a prédit la fin des banques traditionnelles. Personnellement, je crois qu'il a entièrement raison. C'est-à-dire que les banques traditionnelles, comme on le connaît actuellement, et pour nous en France, donc BNP, Société Générale, Caisse d'épargne et tout, c'est où elles prennent donc la technologie et elles se mettent dedans, et donc elles font ce qu'on fait déjà pour la partie néobanque, et on arrête de faire des bêtises comme elles le font maintenant, ou alors ça dégage. Et en fait, c'est ou l'un ou l'autre. Donc c'est où elle s'adapte et elle reste, ou elle ne s'adapte pas et elle dégage. Mais donc dans les deux cas, c'est le réel et la réelle fin des banques traditionnelles, du moins comment on le voit actuellement. Ça pour le coup, pour moi c'est sûr et certain. Ça va aller dans le mur et je serai le premier à les regarder quand ça va dans le mur et à me frotter les mains, ça va me faire rire. Mais bon, bref, c'est une autre dinguerie qu'il a dit. Lui, donc, il t'explique que ça devrait arriver maintenant. Non, je ne pense pas que ça arrive maintenant, et j'ai même envie de te dire, ce serait un vrai problème que ça arrive maintenant. Donc, Bitcoin à 1 million $, oui, mais pas maintenant. La fin des banques traditionnelles, oui, mais pas maintenant, mon petit Eric. Bref, voilà en partie pourquoi certains memecoins sont plus intéressants que d'autres, parce qu'il y a certains memecoins qui construisent réellement des choses. Là on va parler du Floki 2 secondes. Alors Floki qui est dans l'univers viking essaye de sortir un jeu, je dis bien essaye parce qu'on est encore loin d'avoir un jeu AAA, mais c'est quelque chose qui est intéressant avec donc du métavers, etc. etc. Et au-delà de ça, ce qui est étonnant, c'est qu'il s'associe avec Mastercard qui est souvent et qui a souvent été en retard par rapport à Visa sur la partie crypto. En attendant, il lance donc une carte de débit crypto disponible dans 31 pays où vous pouvez dépenser directement 13 crypto-monnaies dessus.
assez drôle, avec donc bien évidemment dessus le Floki, le Bitcoin, Ether, USDC, BNB, Solana, Toncoin, le Notcoin, je ne sais pas ce qu'il fout là, mais bon bref, et certaines autres encore. Voilà pourquoi certains projets de Memcoin sont potentiellement plus intéressants que d'autres, car ils essayent de faire quelque chose, d'accord? Retiens bien ça. Ensuite, c'est ce que je vous disais donc en introduction, et ça c'est une très grosse news qu'il va falloir regarder et cerner de très près, mais on a un vrai rapprochement entre Circle et Binance. Pourquoi c'est important? Parce que tu le sais que la gestion des stablecoins, quand on détient une plateforme de trading et d'échange de crypto telle que Binance, donc la plus grosse, le souci des stablecoins c'est primordial, surtout quand on a une réglementation MiCA qui se met en place pour nous en Europe, etc., etc. Et que tu sais que Binance avait choisi le FDUSD, avant ça c'était le BUSD, bref, il y a pas mal de choix qui ont été faits sur Binance, et là potentiellement ce rapprochement donc entre le CEO Richard Teng et Circle, du coup, amènerait assez haut placé sur Binance l'USDC. Alors jusqu'à où, sachant qu'ils sont en train de sortir leur nouveau token aussi dessus, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, mais ça c'est quand même la grosse annonce du jour, grosse association entre Binance et Circle qui je vous demande sérieusement d'évaluer proprement. Et ça fait plaisir d'avoir de plus en plus de vrais gros concurrents à l'USDT de Tether, parce que quand on est en bull run, et on l'a déjà vu, quand il y a des gens qui veulent sortir, quand on n'est que avec un seul token qui est devant tout le monde, ça peut créer de vrais problèmes de dépeg du dollar, comme on l'a vu en 2021, ce qui était quelque chose de très important. Et là ça fait plaisir, si on peut en avoir d'autres et de la concurrence technologique, c'est très bien. Justement, en parlant du loup, Tether, le stablecoin du USDT a été lui adoubé et approuvé à Abu Dhabi. Donc c'est pas encore maintenant que c'est la fin de Tether, hein, pas du tout, mais ça fait plaisir parce que du coup c'est quand même un endroit qui avait été réticent un petit peu à cette partie-là donc du monde sur les stablecoins. Donc maintenant c'est validé, on arrive, on va voir comment ça peut se fonctionner, mais ça peut faire rentrer de nouveaux adopteurs de l'écosystème crypto et donc de nouveaux acheteurs qui peuvent propulser tout ça beaucoup plus haut. Ça c'est l'autre dinguerie du jour. Alors vous l'avez potentiellement vu, ou j'espère que vous l'avez vu, le Salvador a un gros dilemme devant eux. Alors je pense sérieusement, connaissant Nayib Bukele, qu'il va le prendre, il va le jeter comme ça dans une poubelle, ça dégage, mais le FMI, le Fonds monétaire international, a envoyé des gars directement au Salvador. Écoutez bien. Actuellement au Salvador, vu que le Bitcoin est toléré, accepté en tant que moyen de paiement et en tant que monnaie au Salvador, absolument tous les commerçants sont obligés d'accepter Bitcoin, d'accord? Ils ne sont pas obligés de faire 100% Bitcoin, mais ils sont obligés de l'accepter vu que Bitcoin est accepté. C'est exactement la même chose qu'en France, il n'y a pas de commerçants qui ont, les commerçants en France ont l'obligation d'accepter les euros. Bon, ça te paraît con, mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, ils ont l'obligation d'accepter Bitcoin au Salvador. Et là, le FMI, il est arrivé, il a dit, bon alors, on te propose un deal où on te finance à hauteur de 1,3 milliard à condition que les magasins n'aient plus l'obligation d'accepter Bitcoin. En gros, machine arrière totale sur le Salvador, plus Bitcoin accepté comme monnaie légale. D'accord? Ça, c'est vraiment le gros point. Je ne sais pas si vous l'avez vu. À votre avis, que va faire Nayib Bukele? Dites-moi ça dans l'espace commentaire aussi. Je pense que ça peut être vraiment intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Personnellement, mon avis, c'est que je pense qu'il va réellement prendre la feuille et les gars, il va la foutre en boule, il va la foutre à la poubelle et c'est ciao. Parce que clairement, il a des convictions, le gars, et qui sont des très bonnes convictions. Et je pense que le FMI, il va pouvoir se les prendre et se les mettre en suppositoire parce qu'il a mal à la gorge. Bref. Sonic Labs, vous connaissez potentiellement pas du tout cette crypto, alors qu'en fait vous la connaissez obligatoirement. On en a déjà parlé pour tous ceux qui nous suivent depuis un certain temps, mais ceux qui sont nouveaux, bonjour à vous, bienvenue dans le futur. N'oubliez pas, apprenez aujourd'hui, investissez seulement demain. Mais Sonic Lab est donc l'amélioration, le remplacement de la blockchain que tu connais obligatoirement, Phantom.
effectivement, le fantôme ne va plus s'appeler fantôme et va s'appeler le S. Le S de Sonic Lab qui arrive, qu'on a annoncé depuis très longtemps et qui a donc enfin un modèle de rapidité qui se rapproche donc de certains gros qu'on a actuellement, Solana, etc. avec du 10 000 transactions par seconde, à savoir donc de battre un petit peu tout le monde, et c'est un réel progrès technologique et ce qui peut réellement relancer Phantom qui avait un peu une mauvaise image après certains coups, notamment j'ai plus la crise exacte là qu'il y avait eu en 2023 je crois, l'été 2023, multi quelque chose, bref. Mais du coup, vrai retournement de situation, ça c'est clairement une crypto que je vais surveiller pour le coup, parce que j'aime beaucoup la nouvelle technologie qu'ils ont mis en place. Bon alors Elon Musk fait son travail, hein. À savoir son travail c'est d'arriver au gouvernement aux États-Unis puis de déglinguer un petit peu tout à la même façon que ce qu'il a fait quand il est arrivé chez Twitter /X maintenant. Et du coup en fait on a certains qui ont sorti ce mème là, voici Microsoft 98 et expliquant que la partie des impôts aux États-Unis travaillait avec Microsoft 98 et Elon Musk a répondu là-dessus, malheureusement c'est bien pire que ça. Donc pour vous montrer à quel point il y a un réel retard, c'est pas qu'en France hein, que les administratifs sont éclatés, que la gestion des données elle est éclatée, qu'il y a un réel besoin de la blockchain, c'est pas une blague. C'est partout dans le monde, d'accord? Et ça, pour le coup, il n'y a que la blockchain qui peut permettre de résoudre ce problème-là. Donc, Elon Musk fait un petit peu de bruit et ça me fait vachement rire. Ensuite, l'entreprise française Thomson, ça c'est juste pour vous relancer parce que je vous en ai déjà parlé, mais je vous invite à aller regarder quand même cette partie-là. Mais le premier ordinateur portable Web3 arrive avec son propre cold wallet, etc. Je vais surveiller ça. J'aurais bien aimé le tester, ça pour le coup, mais bon, je sais pas exactement quand est-ce qu'il sort. Je suis pas sûr qu'on soit assez connu pour qu'il nous en prête un pour qu'on puisse le tester. Mais bon bref, en attendant, on travaille avec Tangem qui sont exceptionnels et je vous invite à regarder les liens qu'on a dans la description si vous voulez vous procurer grâce à notre code exclusif de 10% Bamboufine que vous avez directement dans le lien de la description. Et vous avez donc une superbe vidéo où on teste la bague qu'on vous a mis donc sur notre chaîne YouTube qui selon moi est indispensable à regarder pour tous ceux qui veulent utiliser le truc, parce que le déballer, bon bah Cher il l'a déjà fait, mais nous on est allé un peu plus loin en utilisation. Voilà les amis. Et ensuite, on a Sam Bankman-Fried qui pleure un petit peu dans sa prison en expliquant qu'il était habitué à avoir comme coussin un super doudou et qu'il ne l'a plus, qu'il n'a pas le droit d'avoir des coussins en prison, etc. Bah, en même temps, t'avais qu'à pas faire autant de conneries, mon gars. Bref, il a écrit son journal intime en prison, ça sort un peu partout. En tout cas, son intimité, tout le monde lui marche un petit peu dessus. Pardon. On arrive sur potentiellement ce qui t'intéresse le plus, à savoir regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Alors Bitcoin, effectivement, tu le vois, avait complètement décroché en début de semaine, d'accord? Et ce qui m'étonne, c'est qu'on soit même pas allé chercher les 91 700 $ comme on est venu le faire ici, et comme on avait commencé à le faire à ce moment-là. Donc ça, c'est très étonnant, mais c'est par rapport à ce que je t'expliquais tout à l'heure, l'achat donc de 3,3 milliards de Bitcoin qui ont propulsé tout simplement de 95 à 100 000 $. Par contre, maintenant qu'ils ont acheté, est-ce qu'il va y avoir ces acheteurs-là au-dessus de 100 000 $? C'est la question que tout le monde se pose, c'est la question que le marché se pose. En attendant, la dominance de Bitcoin avait extrêmement bien rebondi sur les 55%, et là, on est presque allé retourner pour rebondir sur les 58%. L'affaire est à suivre, j'ai envie de te dire. Mais c'est très intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe actuellement. Quand tu regardes les principaux memecoins, donc c'est ce que je vous avais expliqué, ils ont entre guillemets plus souffert que les autres avec un bon 25% sur le micro crash qu'on a eu, parce que tu regardes que le micro crash Bitcoin, il a pris un vieux 5-7%, donc on s'en fout. Par contre, le total des cryptos sans Bitcoin, il avait quand même pris un vrai petit coup dans l'aile, hein. Quand tu regardes, il avait pris quand même un 18%, c'est pas anodin, alors que le total des cryptos s'en sortait à peu près bien.
En tout cas moins pire grâce à Bitcoin qui n'était pas si bas que ça et si mauvais que ça. Donc pour l'instant c'est ce qu'on a. On a Ether qui relâche un petit peu mais qui pour le coup suit à peu près bien Bitcoin. Tu vois, on est revenu sur quelque chose d'à peu près stable avec donc Bitcoin qui lui marchait dessus, puis finalement on est revenu sur une stabilité ici. Donc pour l'instant Ether face à Bitcoin c'est revenu à une normale qu'on connaissait, d'accord. Et ensuite les autres cryptos, je vais pas te les montrer, mais c'est exactement l'opposé de ce que je t'ai montré lundi. Lundi, je t'ai expliqué qu'on était arrivé sur un point haut, donc sur une résistance, où tout le monde a rebondi dessus, d'accord. Et là, avec ce mini crash, quasiment toutes les cryptos sont arrivées sur le point bas et ils ont extrêmement bien rebondi dessus, d'accord. Pour te le faire simple, ADA c'est le plus clair et c'est très joli, mais c'est exactement ce qui s'est passé sur beaucoup d'autres cryptos, ok. Atom, par contre, lui, ce qui m'embête, c'est qu'il soit allé chercher un petit peu plus bas, donc ça m'embête un petit peu. Qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre? Toute la partie ISO 20022 s'en sort vraiment très bien. Je t'ai pas encore fait donc l'étude sur les petits concurrents, mais HBAR, franchement, se présente de plus en plus joli quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les marchés. La partie du gaming se relance aussi pas mal. C'est pareil, je vais te faire un petit peu de monter là-dessus. Puis après, t'en as certains, comme le Link, qui ont fait un petit peu une Atom, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher un petit peu plus bas, mais par contre heureusement on est remonté au-dessus de cette résistance là, donc pour l'instant j'ai envie de te dire ouf, on souffle, tout va à peu près bien. Et puis au milieu de tout ça vous avez comme d'habitude des ovnis, à savoir OM, donc qui a eu ce flash crash très rapide où c'est allé chercher ce truc là et c'est reparti, et lui il vient de faire un tout nouveau haut là, c'est assez magnifique ce qui se passe là-dessus, je trouve ça vraiment très intéressant. Et donc c'est ce que je te disais sur ensuite les mêmes coins. Et on va finir là-dessus, mais tu avais donc le Dogecoin, le Shiba, Floki, etc. qu'on regarde, qui avait pris une jolie petite claque et puis finalement s'en sortent très bien aujourd'hui. Vraiment le marché est complètement rythmé par Bitcoin et que par Bitcoin pour l'instant. Tu le sais qu'on n'a toujours pas réellement de grosses annonces exceptionnelles qui sont tombées sur une utilisation X ou Y, que ce soit dans le gaming, finance décentralisée ou quoi ou autre. Là vraiment on est toujours sur Bitcoin et un petit peu les mêmes coins. En attendant, on est en train de tester de nouveau les 100 000 $. On va voir comment ça tient. Je vous invite réellement à surveiller un petit peu ce qui va se passer daily, parce que les clôtures daily sont très importantes en ce moment. Même si, assez étonnamment, on avait eu dimanche qui avait clôturé au-dessus, qui était vraiment un gros point boule, et finalement ça a été clôturé en dessous. Il va quand même falloir surveiller aujourd'hui si on arrive à clôturer au-dessus de 100 000 $, ce serait vraiment très bien. En tout cas on vous tiendra au courant comme d'habitude. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes sur la rediffusion sur YouTube, je vais rester comme d'habitude avec ceux qui sont en live. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, n'hésitez pas à venir nous regarder en live, n'hésitez pas à comprendre comment et quand est-ce qu'on te fait des lives. Pour ma part, moi je te fais des lives tous les lundis et mercredis soirs de 18h à 19h sur la partie des news, et mon associé, on vous met de toute façon tout ça dans le Discord, fait beaucoup plus de live aussi dans la journée et accès beaucoup plus sur le trading où tu peux lui poser des questions en direct. Est-ce que tu as regardé cette crypto? Est-ce que c'est intéressant? Oui, non, sans aucun conseil d'investissement, mais au moins il te fait une analyse dessus sur ce qui se passe actuellement. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. On se retrouve dans un petit moment maintenant, parce que finalement la semaine prochaine, je sais pas trop comment je vais pouvoir faire les news, parce que on est en déplacement professionnel avec Alex à Paris pour voir pas mal de monde. Personnellement, lundi soir, avec Alex, on sera en repas avec les investisseurs donc de Bamboufine. Et mercredi soir, Alex va pouvoir live normalement. Je sais pas trop où on va pouvoir se mettre. Peut-être que mercredi soir, je pourrais faire les news. Bref, on en reparle. Bonne soirée à vous. C'était Cryptéo pour la société Bamboufine. Ciao à tous ceux de YouTube.